Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Twi TV sur le bouquet Canal Sat au numéro 254 et sur le multiplex de la TNT. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la deuxième convocation de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Et vous le savez, comme à chaque audience, je suis en compagnie des juges au siège. D'un des juges, Geoffroy Ba, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Bougma, bonjour également. Oui, Président Kaboré, bonjour, juge Wara, bonjour, Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit là-bas le professeur Alkassoum Maïga, ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo au département de sociologie. Et avec lui ce matin, il sera question de la réinvention de la démocratie à travers les valeurs, les principes et les traditions africaines. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Oui, bonjour, je suis le prévenu 59611Z. Je déclare ouvert cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Wara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est les championnats du monde de pétanque 2023 au Bénin. On a nos étalons pétanque boulistes qui reviennent avec la médaille de bronze. C'est vrai qu'ils auraient voulu avoir plus et c'était d'ailleurs apporté, mais ils reviennent quand même avec cette médaille. Je dis quand même parce que lorsqu'on regarde, c'était vraiment possible et puis ils nous ont fait rêver quand même tout au long de leur parcours. Quand vous regardez, je pense qu'à la troisième on était à 8-2 et c'est vraiment vers la fin que les Espagnols reviennent et on est à 1-13-8. Bon, on joue un peu de malchance, mais c'est pas grave. Ils nous ont en tout cas fait rêver, ils nous ont mis du baume au cœur. Vous savez, la situation dans laquelle on est et nos réalités, on s'accroche au petit bonheur que nous avons. Et je pense qu'ils sont allés au Bénin et ils nous ont offert ce petit bonheur-là et on le leur retourne avec cet avant-propos. En tout cas, bravo à eux et on les a suivis d'ici, on était avec eux. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci. Ce qui retient mon attention, à la suite d'ailleurs de l'avant-propos d'hier du juge Wara concernant le ministère du Commerce, qui avait été interpellé au niveau de l'ALT sur les boissons frelatées et puis les boissons énergisantes, ce qui est fait. Bon, il y a aussi ce numéro pour dénoncer effectivement les huiles frelatées. Mais je pense que ce n'est pas des initiatives qui manquent. Il y a qu'on a des textes, de mon point de vue, qui ne sont pas aussi appliqués. Si on applique les textes qui existent, de mon point de vue, ça peut déjà régler quelque chose, quelque part. Quand je prends l'exemple, par exemple, des boissons frelatées, il y a un arrêté qui avait été pris par le ministre Aruna Kaboré quand il était ministre pour interdire et tout ce qui concerne les frelatées, l'importation, la vente, tout et tout. Cet arrêté, il est où? Je m'attendais à ce que l'ALT demande l'évaluation de la mise en œuvre de l'arrêté plutôt que de demander ce qui est fait, puisqu'il y a déjà un dispositif légal qui est là. Il faut seulement l'activer et l'appliquer. Bon, on demande encore à un ministre qu'est-ce qu'il va faire alors que le ministre même a dans ses archives un outil qui lui permet effectivement de mettre ça en branle, c'est tout, puisque en son temps c'était très difficile pour le ministère de mettre l'arrêté en activité. Donc même pour les huiles c'est la même chose. Surveillons sérieusement nos frontières. Ensuite, pour les dénonciations, ce n'est pas la dénonciation, c'est qu'est-ce qui suit après la dénonciation. Sinon on a plein de numéros verts. Mais l'initiative est bien. L'initiative est bien, mais maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs portes d'entrée pour ces huiles-là qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a le circuit européen, bon, est-ce que je peux dire huile France ou Rivoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plein d'huiles de plusieurs qualités, de plantes différentes qu'on vend au feu tricolore ou dans les bureaux qu'on vend aussi. Qui contrôle ces huiles-là, par exemple? L'ancien ministre... C'est la question que je me pose et demander à chacun de s'assumer par rapport à tout ce qu'il y a. Merci pour cet avant-propos. L'ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Alors, question de généralité, est-ce que nous pouvons avoir le quotidien d'un ancien ministre? Bien, je voudrais commencer par vous remercier et puis noter que
c'est la première fois pour moi d'être convoqué devant votre tribunal. Et j'ai accepté avec un grand plaisir, puisque c'est hier sur le tard qui m'a sollicité. Et j'ai dit qu'un prévenu doit se présenter à la barre. J'y suis. Ça dépend des fonctions précédemment exercées par l'ancien ministre. Je dois dire que nous, enseignants-chercheurs, nous avons cette chance-là, pour la plupart, de n'avoir jamais décroché avec ce qu'on faisait. Donc, en tant que ministre, j'avais gardé un cours en master pour ne pas perdre la main. J'encadrais des thèses. Je présidais des jurys, y compris vers la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Et donc, le retour pour moi était très facile. Donc, je suis allé rapidement, dès le mois de mai, commencer des enseignements au niveau de l'université Joseph Kizerbo. 2002, faire soutenir des thèses. En 2022, je vais dire. Et en 2023, je suis déjà 4 docteurs que j'ai produits pour 2023. Et j'ai présidé autant de jurys de thèses. Et on fait de l'animation scientifique, des conférences. La semaine écoulée, j'en ai eu 3. Il m'est arrivé certains jours d'avoir 2 conférences dans la journée. Et puis des appuis à l'extérieur. Renouer également avec mon métier de consultant. Je suis sur certains dossiers. J'étais allé en Côte d'Ivoire pour un dossier de consultance. Donc je dois dire que, en plus de tout ceci, je fais de l'agriculture. Voilà. D'accord. L'actualité aussi, c'est cet arrêté qui avait été pris en 2020 par rapport aux universités privées qui, effectivement, avaient ouvert des écoles doctorales. Ces universités disent qu'il y a un fonds légal de 2010 et 2012, maintenant rendu caduc par l'arrêté de 2020. La conséquence, des universités disent nous avons des professeurs titulaires à notre sein, nous avons des maîtres assistants estampillés CAMES à notre sein. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les diplômes de ces messieurs-là, c'est caduc ou bien qu'est-ce qu'on fait? Alors, la conséquence, je veux dire. Il faut savoir que quand tu parles de 2010-2012, il y avait un dispositif pour cette période de 2010-2012 où les thèses de doctorat, même au niveau du privé, se faisaient à l'intérieur des IFR. Et donc, à leur création, ils ont bénéficié, ceux qui ont créé des universités ont bénéficié donc, de cette possibilité de faire des thèses à l'intérieur des IFR. Mais après donc avoir regardé la dynamique du LMD, il a été rendu nécessaire de réorganiser le dispositif. Donc des nouveaux textes ont été pris disant que l'encadrement des thèses n'est plus du ressort des UFR, mais des écoles doctorales. C'est-à-dire que les UFR peuvent gérer la licence et le master, mais pour ce qui est du doctorat, de la thèse, il faut disposer d'une école doctorale. Et à l'intérieur de l'école doctorale, il faut avoir donc des laboratoires. Donc tous ceux qui sont inscrits pour une thèse sont inscrits dans des laboratoires. Nous avons, pour les lettres et les sciences humaines, nous avons l'école doctorale où à l'intérieur nous avons des laboratoires. Et moi, je fais partie du laboratoire de genre et développement où tous les collègues genre et développement, leurs étudiants sont inscrits dans ce laboratoire, mais les soutenances sont gérées par l'école doctorale en coordination avec la vice-présidente chargée de la pédagogie. Donc, les conditions pour créer une école doctorale sont lourdes. Même pour avoir un laboratoire, ce qu'on vous demande comme personnel de rang A, c'est assez important. Donc, ça se trouve qu'à l'étape actuelle, il n'est pas possible pour des privés d'avoir le dispositif pour avoir une école doctorale et avoir des laboratoires. Donc, les textes prévoient non pas qu'il leur soit interdit la pratique de l'encadrement des thèses, mais de leur dire que si ces universités veulent encadrer des doctorats, il faut qu'elles fassent des conventions avec des écoles doctorales existantes au niveau du public et pour nous permettre de suivre la production des thèses. Donc, ce n'est pas une interdiction. Le dispositif est là. Il suffit juste que chacun accepte de se mettre dans le moule et de soit voir l'université Joseph Kizerbo, voir Thomas Sankara ou Nazi Boni Norbert Zongo pour avoir des conventions et puis pouvoir inscrire leurs doctorants
au niveau de ces écoles doctorales. Donc je pense que le dispositif est clair et le ministère est dans un dispositif d'accompagnement. Bon, je pense que chacun est jaloux de son autonomie, de son indépendance, et donc ils auraient aimé avoir des écoles doctorales. Mais quand on regarde les conditions de création des écoles doctorales, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que lorsqu'on sort un arrêté qui donne ces nouvelles dispositions, on ne peut plus s'appuyer sur des arrêtés de création qui sont rendus caducs par le fait d'avoir pris le nouvel arrêté. Donc le problème il se trouve là. Donc moi je ne veux pas, on ne parle pas de la qualité des thèses produites, on peut en parler, mais beaucoup plus le fait de s'aligner sur les nouvelles dispositions, c'est cela qui pose problème. Oui, en fait, justement, moi, la question, c'est, étant donné que ça avait été permis, c'est fait, il y a des professeurs titulaires, comme je l'ai dit, leur école doctorale a véritablement produit. Aujourd'hui, ces messieurs et ces dames qui portent ces diplômes, la conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que ces diplômes sont aussi candidats? Non, ils n'ont pas d'école doctorale. Il n'y a pas... C'est-à-dire que le premier texte qui les crée leur permet de produire des thèses. Mais nous avons pris un nouvel arrêté qui disent qu'on ne peut plus continuer de faire ce qu'on faisait. Et même au niveau de tous les privés, tout a été arrêté pour reformater le dispositif et le mettre dans l'esprit d'un nouvel arrêté. Donc quand ce nouvel arrêté rentre en application, on ne peut plus continuer à fonctionner avec l'ancien arrêté, même si c'est cela qui vous a permis de fonctionner. Moi, je leur donnerai le conseil juste de prendre attache avec le ministère pour voir comment régulariser ces situations. Et même ceux qui ont soutenu, peut-être que si ceux qui ont soutenu leur thèse font la démarche d'avoir le ministère pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour régulariser ce qui a été fait, je pense qu'on doit avoir les moyens de les accompagner. Mais un bras de fer ne doit pas s'engager dans ce système parce qu'il faut être avec l'esprit d'essai. Vous avez parlé de l'arrêté tout de suite concernant le ministère du Commerce qui avait été pris. Bon, il est encore là, cet arrêté. Et le nouvel arrêté, à mon sens, doit s'appliquer. Il faut que chacun rentre dans la logique juste d'aller vers le ministère pour voir comment est-ce que, même si on a commis des impairs, comment est-ce que ces impairs peuvent être redressés dans une logique d'accompagnement. Moi, je leur conseillerais plutôt de faire ça que de rentrer dans une logique guerrière par rapport aux dispositions qui sont claires. D'accord. Juge Bara, question de généralité. Bon, moi, je préfère entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de réinventer la démocratie à travers les valeurs, principes et les traditions africaines. Aujourd'hui, on a comme l'impression que pour certains de nos pays, le Burkina justement, c'est que la démocratie même est revenue en débat. Tant et si bien que beaucoup se posent la question de savoir est-ce que même c'est bon pour nous. Il y en a qui disent la démocratie c'est même pas nos modèles de gestion, c'est des éléments importés. Au fond c'est quoi? Bien, vous savez que nous sommes quand même dans un système mondialisé et globalisé. Ça rejoint le débat sur les LMD. Quand à un moment donné les gens nous disent qu'il faut arrêter les LMD pour revenir au système de maîtrise. Vous comprenez que vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Et dans un système mondialisé où l'esprit du moment, c'est quand même le système démocratique. Vous imaginez un système dans lequel on abandonne tout ça pour aller vers quoi? Ça, c'est déjà le problème qui va se poser. Alors moi, je dis tout simplement, quand on revient à la définition de la démocratie, qui de façon simple est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, avec des variantes, avec la démocratie directe, participative, représentative, c'est le même qui peut être arbitraire, quelquefois. Donc, il y a des variantes dans lesquelles il faut s'inscrire et faire l'option d'y être, la démocratie participative. Alors, quel est le régime qui va prendre un pouvoir dans un pays et puis dire que moi, je ne veux pas exercer le pouvoir du peuple avec le peuple pour le peuple? Vous n'allez pas aller loin. Parce qu'aujourd'hui, les peuples ont besoin d'être au début du processus de prise de décision, d'être dans l'exécution du processus de prise de décision, d'application de décisions prises et d'avoir le devoir de redevabilité qui soit assumé par les dirigeants. Donc quand on a tout ceci, on se demande c'est quoi le problème. Alors, on vous dit, il faut qu'on aille vers une démocratie avec les valeurs africaines. En sociologue, je me pose des questions. Une Afrique qui est plurielle, c'est quoi l'Afrique finalement? Prenez de l'Afrique du Sud jusqu'au Maghreb. Prenez du Cameroun en allant vers le Sénégal. Prenez juste notre CEDEAO. C'est quoi les valeurs de la CEDEAO? Prenez le Burkina Faso. Quelles sont les valeurs du Burkina Faso?
Parce que nous avons une diversité de nationalités, pour ne pas parler d'ethnie, plus de la soixantaine. Si on vous dit de citer des valeurs burkinabées, il y a des valeurs qui reviennent régulièrement, mais est-ce qu'il y a des valeurs autour desquelles les 60 nationalités du Burkina peuvent se mettre d'accord pour dire ça, ce sont nos valeurs à nous. Donc qu'est-ce qu'on veut injecter dans la démocratie? Donc il y a ce niveau de problème qui se pose également. Se demander, en fin de compte, qu'est-ce qu'on reproche à la démocratie? C'est quoi le problème posé par la démocratie qui soit aussi insurmontable pour qu'on revienne à une tropicalisation de la démocratie? Avec quelle valeur encore? Donc ça, c'est un autre problème qui va se poser. Alors, je regarde, vous qui observez, vous allez vous dire d'ailleurs même que cette démocratie a suffisamment été tropicalisée. Notre démocratie telle qu'elle est pratiquée, elle n'est pas, même dans les standards internationaux. Parce que tout ce qu'on reproche à la démocratie, c'est que la démocratie ne favorise pas le développement, que la démocratie développe le népotisme, que c'est un système corrompu qui développe la corruption. Donc quand vous prenez tous ces éléments-là, j'ai l'impression que ça a été injecté par des acteurs propres à notre système qui ont ramené le standard national à des applications localisées et tropicalisées. Donc en ce moment-là, qui est en cause? Est-ce la démocratie ou est-ce les acteurs? Donc toutes ces questions méritent d'être posées pour qu'on essaie de voir où est-ce que nous voulons aller. Mais ceux qui ne veulent pas la démocratie, et quand on dit les valeurs africaines, alors c'est quoi? Est-ce qu'on veut venir dans un système de monarchie? Et quand on prend le Burkina Faso, on va adopter laquelle des monarchies? En sachant que même au niveau du plateau central, nous avons le système centralisé du Moro Naba, nous avons les différents les Dima qui sont là. On va aller vers Bobo Glasso, on va aller vers Dori. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut faire et regarder ce qui ne fonctionne pas, qui mérite d'être réellement traité de la façon la plus conséquente qui soit. Donc ma préoccupation se trouve à ce niveau-là. Vous parlez de tropicalisation de la démocratie. Certains y ont mis les différents avatars et après on a ce que ça donne. Et pourtant, quand on entend plutôt les critiques farouches de cette démocratie appliquée ici, ils disent plutôt on a fait un genre de copier-coller de l'Occident et c'est quelque chose qui ne nous va pas, on ne se l'est pas assez approprié. Est-ce que la forme de nos États n'est pas déjà aussi une forme de copier-coller? Ce n'est pas du copier-coller? On était avant la colonisation, nous avons quel système de gestion de notre territoire? Nous avions combien d'entités? Parcourir le Burkina Faso, il y avait combien d'entités où chaque entité avait sa propre façon de fonctionner. Donc, c'est-à-dire que nous avons été projetés contre notre propre volonté dans un dispositif de gestion et d'administration. Il faudra s'accommoder peut-être de cela en cherchant à optimiser les aspects positifs de ce dispositif-là et voir comment par notre génie créateur nous pouvons aller vers un système qui nous permette de coller mieux avec ce que nous considérons comme étant nos valeurs, plutôt que de chercher à dire que la démocratie doit être abandonnée dans ce pays. Je pense qu'il y a eu à un moment donné des phases où des générations ont mené le combat pour qu'il y ait de la démocratie. Pour ceux qui ont vécu le temps du collectif avec les marches et les contre-marches, c'était des marches pourquoi? Il s'est passé combien d'années de 98 à maintenant pour que finalement on dise que ce que nous avons arraché en militant pour la démocratie, c'était le mauvais combat. Votre collègue Norbert Zongo serait-il mort pour rien? Parce que c'était des combattants de la démocratie et il y en a d'autres qui ont mené ce combat et nous qui étions jeunes de la jeunesse de l'époque, moi j'étais à Koudougou, on marchait tous les jours pour revendiquer la démocratie. Mais tout ceci là, est-ce que c'est à mettre dans les poubelles parce qu'il y a une nouvelle génération qui trouve que tout ce qui a été mené n'était pas le bon combat, mais c'est pour amener quoi après? On ne peut qu'aller dans le dispositif d'amélioration du dispositif démocratique. Et il faut rappeler des victoires qui ont été engrangées par ces revendications. Le système du plus fort reste qui a été injecté dans notre démocratie. C'est un combat pour éviter ce qu'on appelait à une période le Toukdjili, où le parti au pouvoir raflait tout. Mais en faisant le plus fort reste, aujourd'hui, il y a rarement de provinces dans lesquelles un parti, aussi écrasant puisse-t-il être, il ne peut pas avoir les 2 députés.
il y a toujours un parti qui est un peu minoritaire, proche de la majorité, qui va récupérer. Donc c'est un dispositif de rajustement de la démocratie. Le combat pour la candidature indépendante, parce qu'il fallait avoir l'onction d'un parti pour être candidat. Mais on a pris des dispositifs pour que la candidature indépendante soit aussi là. Donc ça, ce sont des améliorations du dispositif démocratique qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de droits pour les partis minoritaires et un peu plus de droits pour les individus, pour que les individus ne soient pas des marionnettes du tout-puissant appareil du parti majoritaire où les gens peuvent s'affranchir de la toute-puissance des partis politiques. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été faites qui nous ont permis d'améliorer, mais il faut qu'on regarde avec sérénité vers où est-ce qu'on veut aller. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, le professeur Alkassoum Maïga est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Alors, professeur, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, entre 1960 et 2023, on a environ 11 coups d'État. Les plus récents, 2 coups d'État en l'espace d'une année. Comment se porte la démocratie burkinabé? Bien, je pense que nous n'avons pas un problème de démocratie. J'allais même dire que la démocratie se porte relativement bien au Burkina Faso. Maintenant, le problème que vous posez, c'est le problème du non-respect du rôle des acteurs. Dans un système démocratique, vous avez des jeux de rôle qui doivent être respectés. L'État, pour bien fonctionner, a des compartiments. Il y a ce qu'on appelle l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et le 4e pouvoir représenté par vous, les communicateurs. Et moi, ma réflexion me conduit à dire que le 5e pouvoir, ce sont les OSC. Parce que les OSC se trouvent au carrefour de ces 4 pouvoirs. Donc, pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut que l'exécutif fasse correctement son travail, le législatif dans son devoir d'interpellation de l'exécutif, le judiciaire doit dire la justice pour que les gens ne se sentent pas lésés, mais en mettant également ou pas l'exécutif, et que la communication ne soit pas cantonnée dans le rôle d'entonner les éloges du prince du moment, de faire son rôle qui est son rôle d'interpellation des différents ordres de pouvoir. Et les OSC, se trouvant au milieu, vont être, parce qu'aujourd'hui on fait la confusion et on les appelle des contre-pouvoirs. Mais une OSC n'est pas un contre-pouvoir. Une OSC, c'est un groupe de pression. Un groupe de pression doit exercer une pression proportionnelle sur l'exécutif à travers le gouvernement et l'opposition. C'est-à-dire que lorsque c'est le gouvernement qui fait des abus, l'OSC est dans son rôle de faire la pression. Mais lorsque c'est l'opposition qui est dans des abus, l'OSC doit être aussi dans le rôle de faire la pression. Et pression également sur le législatif, pression sur la communication et pression sur le judiciaire. Mais quand on observe, tout ceci n'a pas été totalement observé dans notre pays, au point où effectivement, on parlait ce matin, l'entrepreneuriat politique s'est installé, parce que les OSC se sont prises soit pour des partisans du pouvoir qui aident le pouvoir à gérer, soit des gens qui sont avec l'opposition pour déstabiliser le système du pouvoir. Et quand ça ne marche pas, vous allez voir que l'opposition, certaines OSC, certains communicateurs, tous sont dans le rôle d'interpellation de l'armée pour dire à l'armée de prendre ses responsabilités. Mais de quelles responsabilités parle-t-on? Parce que également, l'autre versant du fonctionnement normal d'un État, c'est que l'État dispose de ce qu'on appelle de 2 types d'appareils. Les appareils idéologiques d'État et les appareils répressifs d'État. Les appareils idéologiques d'État, c'est l'école, c'est la famille, c'est l'église, ce sont les mosquées. Ce sont des appareils qui aident l'État à formater les individus pour que les individus soient conformes à ce qu'on appelle le citoyen normal. Donc si vous avez ça, vous voyez le contenu de l'école, on va à l'école, on nous met dans un moule, le contenu est dicté par qui? Par l'État. Parce que l'État doit avoir le contrôle du contenu. Les églises, les mosquées, dans certains pays comme la France, les prêches dans les mosquées, c'est contrôlé par l'État. Ils ont même eu des conventions avec le Maroc pour avoir un islam modéré, parce que pour eux, l'islam du Maroc représente le degré supérieur de la modération, pour que les imams qui exercent en France soient encadrés par les imams marocains. Donc même les religions
l'État doit pouvoir avoir le contrôle, même si on parle de laïcité, pour que n'importe quel message ne soit pas diffusé dans n'importe quelle mosquée, dans n'importe quel temple, dans n'importe quelle église. Donc voilà le rôle des appareils idéologiques d'État. Mais il y a les appareils répressifs d'État. C'est-à-dire que lorsque les appareils idéologiques d'État n'arrivent pas suffisamment à contrôler les citoyens, on utilise les appareils répressifs d'État. La police, la gendarmerie, les prisons à travers la justice et l'armée pour maintenir l'ordre. Et donc, en principe, tous ces dispositifs-là est un dispositif qui doit être soumis aux politiques. Parce que le seul qui est qualifié pour administrer la cité, c'est le politique. Le sens noble de la politique, c'est la gestion de la cité. Et donc, c'est lui qui doit avoir à sa disposition les appareils idéologiques et les appareils répressifs. Donc, si un système fonctionne convenablement, il ne viendra pas à l'idée de quelqu'un d'appeler l'armée à prendre ses responsabilités, et il ne viendra pas à l'idée de l'armée d'aller faire des incursions dans la gestion du pouvoir parce qu'ils connaissent, ils savent que c'est ça leur rôle. Mais je dis, nous sommes souvent dans des abus où aucun pouvoir n'exerce correctement son rôle, ce qui fait qu'effectivement, on a des interférences qui vont se produire. La parole au juge Boukman. Oui, effectivement, on entend tropicaliser, intégrer les valeurs endogènes dans le jeu démocratique et tout. Effectivement, la question c'est quelle valeur endogène est-ce qu'il faut y mettre? Du moment où, le professeur l'a dit, nous sommes une 60aine d'ethnies. Et de la même façon de rendre justice, ça pose, c'est pas la même façon de rendre justice. Donc aujourd'hui, on a un système judiciaire qui est venu, et quand vous voyez le juge, il est habillé d'une façon, son accoutrement déjà, vous regardez, mais comment est-ce qu'il est habillé? Il parle un français avec des cours, c'est très compliqué, difficilement accessible. Maintenant, pour des questions comme ça, pour tropicaliser ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ce qu'il faut, c'est que on n'a pas d'abord atteint le stade de la tropicalisation. Le Burkina Faso est un État, mais le Burkina Faso n'est pas une nation. C'est un État-nation. Donc une nation. Les termes État et non-nation à nos auditeurs et spectateurs. L'État, c'est simplement disposer d'un territoire, avoir une population, avoir un gouvernement, le gouvernement étant le bureau exécutif. Tout à fait. Et la nation. Donc, on a ça. Oui. Mais on a ça sur quel territoire? On a ça avec quelle population? Une population hétéroclite et hétérogène. Donc, le travail historique d'harmonisation et d'internalisation des valeurs qui doivent être les valeurs de la nation, ça n'a pas été encore fait. Donc, l'évolution historique devait nous amener à un stade où nous avons un Burkina avec une diversité. Il ne s'agit pas de supprimer la diversité. La diversité peut être là. Mais que la diversité n'est pas tout le temps un repli communautariste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constamment un mouvement identitaire contestataire qui va tout le temps vers la communautarisation. Donc, ce qui tue l'esprit de la République et l'esprit de la nation. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on ait ce cheminement qui nous amène dorénavant, quand on regarde le Burkina, de ne pas voir a priori la 60aine de nationalités, d'ethnies, mais de voir un pays apparemment homogène. L'exemple que je donne aux gens, très souvent, moi j'appelle ce qu'on appelle la cohésion sociale, qu'on comprend très mal, je dis c'est le principe de l'homogénéité hétérogène. Le principe de l'homogénéité hétérogène, c'est quoi? Vous prenez un œuf, si vous le faites bouillir, vous le regardez comme ça, il est homogène. Mais quand vous cassez l'œuf, vous avez la coque. Après, il y a une membrane fine que vous enlevez. Après, il y a le blanc d'œuf. Et après, il y a le jaune d'œuf. Et ce jaune d'œuf, il est teinté de noir quelquefois. Bon, personne n'imagine que derrière cette homogénéité apparente, on allait découvrir tout ceci à l'intérieur de l'œuf. Mais même quand ce n'est pas bouilli, c'est rare que le jaune aille se mélanger totalement avec le blanc, sauf si l'œuf commence à être pourri. Donc, le principe de la cohésion de la constitution de la nation, c'est d'afficher cette homogénéité, mais avec une hétérogénéité à l'intérieur de l'homogénéité. Donc on n'a pas atteint ce stade-là. Chaque fois on demande l'union sacrée, pourquoi on n'a pas l'union sacrée dans ce pays? Écoutez, quand quelqu'un, chez les Européens, dès qu'il y a une attaque, même si c'est à l'arme blanche, est-ce que vous voyez des gens qui se mettent à côté pour être contents du fait, pour penser que leur moment est venu de rentrer en selle? Ben, ils vont tous, même s'ils n'aiment pas le président du moment, ils vont tous s'aligner derrière pour dire c'est la nation qui a agressé, nous devons faire bloc. On n'a pas forcément ça dans nos contrées.
Donc c'est la construction de la nation. Il faut poursuivre le travail qui ne soit pas un travail de division, qu'on professe des paroles qui nous amènent dans une union, dans une unicité, qui ne soit pas une unicité qui ait tendance à faire disparaître la diversité. Donc parce que dans la nation, le principe élémentaire, c'est que vous avez beau être minoritaire en tant que groupe, vous avez quand même le droit à l'existence et le respect de vos valeurs par ceux qui sont majoritaires. Donc on n'a pas atteint cette étape de construction. Et le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire évoluer notre État vers une nation, de sorte que les Burkinabés aient ce qu'on appelle cette fibre patriotique, et que le respect des valeurs supérieures et de l'intérêt supérieur de la nation soit le seul objectif que nous poursuivions et que nous allons atteindre forcément, parce que finalement, face à la menace, nous ne faisons qu'un et nous poursuivons le même objectif. Donc on n'a pas atteint ce stade-là pour dire que voici les valeurs. Donc les valeurs, on a tenté avec la révolution. On a déjà dit le pays va s'appeler Burkina Faso. Bon, le Burkina en Moré, Faso en Djoula, et on a dit les populations, ce sont les Burkinabés. Burkinabés en Fulfulde. Vous voyez, on a appuyé dans nos 3 grandes langues pour créer ça. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui va dire, comme ça vient du Moré, moi je ne me reconnais pas dedans. Comme ça vient du Djoula, Fulfulde, je ne me reconnais pas dedans. Donc c'est un travail de construction. La révolution a voulu aller, 83 a voulu aller plus loin, en disant qu'on va prendre les 3 principales langues comme langue d'enseignement. Alors, ça a été combattu. Par qui? Parce que ceux-là même qui avaient la mission historique de faire appliquer ça, ont été les premiers à soustraire leurs enfants de l'école, des écoles dans lesquelles il y avait le Moré, le Djoula, le français, le Fulfulde, parce qu'ils voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Pourquoi? Du blanc. Pourquoi? Parce que le français, jusqu'à preuve du contraire, est la langue du savoir. Maintenant, l'anglais est encore une autre langue du savoir où nous tous, le français n'est plus suffisant, on court vers ça. Donc, tant qu'on n'a pas fait le travail de rendre disponible le savoir dans nos langues, il va être compliqué de dire à des gens, même s'ils sont paysans, que ce sont les 3 langues qu'on va enseigner. Mais il faut qu'on arrive à ce stade-là pour dire, nous avons au moins 1 ou 2 langues nationales et nous avons à côté une langue officielle qui est celle qui nous permet de converser avec la grande majorité des pays. Donc si on n'a pas ce travail de construction qui nous permette, domaine par domaine, d'avoir des standards par rapport auxquels nous disons ça, c'est ce qui prévaut au Burkina Faso, on ne peut pas dire qu'on va injecter nos valeurs. Aujourd'hui, on va dire, bon, le respect, oui. Mais le respect, ce qu'on met dedans chez les Moussés n'est pas ce qu'on met dedans chez les Peuls ou autres. Vous voyez, quand vous, même chez les Moussés, quand vous êtes à Ouaga, ou que vous êtes à Waïguya, le respect, ça n'a pas le même contenu. Le parler cru des Yarcé, vous le ferez au plateau central qu'on va vous trouver grossier. Mais eux, c'est leur façon de fonctionner et ça ne doit pas heurter quelqu'un chez eux quand on s'exprime comme ça. Quand est-ce qu'on va harmoniser ça pour dire que le respect dans le langage, c'est cela au Burkina Faso. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles il faut travailler. Effectivement, vous parlez de respect, c'est vrai. Moi, j'ai fait une localité où, bon, nous on est habitués à tutoyer chez nous. Ouais. Donc là-bas, j'ai tutoyé, j'ai eu chaud. Parce qu'on dit non, c'est un manque de respect. Ah bon, moi je me cherchais parce que c'est une histoire que j'ai vécue mais qui est vraie. Ouais. Parce que là-bas, vous ne devez pas vous tutoyer quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est compliqué. Mais moi, je suis Soraï, mais dans ma langue, le vouvoiement n'existe pas. Voilà. Maintenant, effectivement, quand on parle effectivement de ces valeurs, c'est la valeur de qui on prend et on a fait une référence. Je pense qu'effectivement, c'est là. Mais on peut trouver des éléments sur lesquels on peut s'accorder. Oui, absolument. Voilà, comme la révolution a fait un pas, vous l'avez dit. Oui. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens qui demandent effectivement d'indoniser la démocratie, de mettre des valeurs, ce qui n'est pas dit, c'est quoi est-ce qu'on met dans ce contenu-là. Maintenant, vous êtes un sociologue. Oui. Vous avez fait suffisamment de travaux. Vous avez entendu beaucoup de gens. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme base? Je pense qu'on peut exploiter. En fait, moi, ce qu'on reproche à la démocratie, c'est pas à la démocratie qu'il faut reprocher ça. C'est aux acteurs qui exécutent, qui appliquent la démocratie que nous faut faire face à ces acteurs-là. Parce que tout ce qu'on est en train de décrier comme travers de la démocratie, ce sont les travers des acteurs, ce sont les extravagances des acteurs. Il faudra, si on peut s'entendre sur un minimum de valeurs dont nous sommes fiers,
c'est quand même de dire que quand on vous confie des responsabilités, c'est le sens de l'intégrité. L'intégrité. Autant donné que le mot Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Mais aujourd'hui, quand vous nous observez, il ne faut pas que nous on s'enlève de ça. Quand vous nous observez, est-ce que vraiment, sur 10 Burkinabés, on peut trouver encore 2 ou 3 qui incarnent les valeurs d'intégrité? Notre comportement au quotidien, ne serait-ce que à travers le langage outrancier que nous utilisons. Sommes-nous vraiment intègres dans l'esprit du père de la Révolution? Ça, c'est d'un. La probité, ça, c'est une valeur importante. La probité, il faut que ceux qui administrent nos pays, qui aient le sens de la probité, le sens de la responsabilité. Où quelqu'un pose un acte, dès lors qu'on va l'amener au tribunal, vous allez voir que on ne reconnaît plus la personne. Ce n'est plus le même zélé qu'on voyait, parce qu'il va se mettre en toute responsabilité à ne même pas reconnaître les faits, à mentir. Est-ce qu'on peut être dans un cadre où on vous juge, ne pas accepter de dire la vérité et rentrer sereinement à la maison pour dire à son enfant il faut dire la vérité? Ça me pose un problème. Le sens élevé de l'intérêt de la nation. Que nos intérêts individuels égoïstes soient mis en berne, ça c'est des choses effectivement de dire que quand on est chef, et ça j'aime la formule de Moussé, le chef c'est la poubelle. Si vous ne voulez pas que les gens vous traitent d'une certaine façon, vous devez vous abstenir de vouloir les diriger. Donc vous comprenez qu'il y a toutes ces choses-là qu'on met et que ceux qui gèrent la cité doivent accepter d'incarner. Donc à mon sens, il faudra revenir à ces choses élémentaires-là par rapport aux individus. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est la question de l'éducation. Et l'éducation, aujourd'hui, nous avons tous démissionné de nos rôles d'éducateurs. Parce que comme il y a l'école, chacun est pressé que les cours reprennent. Ouais, les parents sont heureux parce que les cours sont en train de reprendre, ils vont pouvoir se débarrasser des enfants et penser que le maître ou la maîtresse va pouvoir faire le travail. Mais le maître ne fera de votre enfant que la prolongation de ce que vous avez fait à la maison, parce que quand il était malléable encore, il était entre vos mains. Et je dis, bon, quand l'enfant est devenu roi à la maison, tout ce qu'il fait, on trouve que c'est un génie. Personne n'ose lui dire quelque chose. Même son grand frère direct ne peut pas le punir parce que les parents vont trouver que c'est le plus fragile à protéger. Et quand il va à l'école, on a raté quelque chose à la maison qui fait qu'à l'école, le maître ne pourra rien parce qu'il dit au maître, même mes parents ne me traitent pas comme ça. Donc, la question d'éducation, où dès la maison, il faut qu'on commence à donner aux enfants le respect de ces valeurs dont nous parlons. L'intégrité. Non, je suis Moussé, je suis Soraï. Mon enfant doit savoir que chez nous, voici le sens de l'honneur, de la dignité, de l'intégrité. Ensuite, c'est ça qui va construire l'État-nation. Donc si on fait ça, les gens seront dans un moule où ce que nous appelons l'identité. L'identité individuelle va se construire. Voilà, le processus d'individuation, ça va s'accomplir au plus grand bonheur des individus. Mais après ça, il y a tout ce qu'on appelle la socialisation. Il y a l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, mais il y a la socialisation familiale et la socialisation associative. Que tous les groupes qui réunissent des individus, qui socialisent les individus. Je considère qu'à votre groupe de presse ici, vous êtes une famille et que vous avez des valeurs propres à votre groupe. Et que tous ceux qui doivent être membres de ce groupe-là, vous avez la responsabilité de leur inculquer les bonnes valeurs qui sont les valeurs de votre milieu. Mais si vous leur dites que bon, ils se contentent de venir travailler et repartir, il n'y a pas une socialisation entre vous ici, vous n'aidez pas les individus. Et je suppose que chacun est membre d'un club de sport, d'un parti politique, d'un syndicat. Mais les syndicats, les partis politiques, les clubs doivent aussi avoir des règles de conduite où ils donnent une socialisation associative aux individus pour qu'ils incarnent les valeurs. Donc quand les individus vont incarner toutes ces valeurs-là, ce n'est pas du tout possible que l'individu soit un individu perdu pour la société. Donc ça, il faut insister sur ces aspects pour nous amener effectivement à faire des gens qui vont être des dirigeants consciencieux
de demain. Alors, le juge va... Oui, tout à l'heure vous posiez une question. Bon, on va laisser la démocratie, c'est pour aller où? Mais il y a aussi la réalité que beaucoup se sentent plutôt prisonniers d'un système. Vous dites, c'est vrai que c'est pas le problème c'est pas la démocratie, mais c'est plutôt les acteurs qui devaient la mettre en branle, qui font ce qu'ils veulent un peu. Mais on a des populations qui se retrouvent un peu prisonnières. On a une démocratie qui est souvent vue dans le rendez-vous électoraliste, qui est le moment où on se rappelle très souvent de ces populations. Deuxième élément, lorsqu'on a fini d'avoir ces voix, tout le long de son mandat, c'est corruption, c'est beaucoup d'autres éléments que vous avez cités, dans lesquels ceux qui vous ont voté ne se retrouvent pas. Même la redevabilité, qui est un principe aussi de la démocratie, c'est floué au sol. Et encore que, quelquefois on change encore les règles selon son bon vouloir pour se maintenir. Bongo vous dira qu'il était en pleine démocratie lorsqu'il était en train de refaire son mandat. Mais est-ce que ça, c'est des choses qui sont acceptables? Et comment est-ce que justement on en sort? Parce que c'est ça aussi qui nous remet, vous dites démocratie, si on laisse, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui nous remet dans l'alternative du coup d'État. Oui, mais c'est ça que je vous dis. Si les gens acceptent de jouer le jeu clairement, quelle démocratie enseigne à quelqu'un de tripatouiller les constitutions? Quelle démocratie enseigne aux gens de faire des achats de conscience? C'est le propre des acteurs. C'est le propre des acteurs de le faire. Et c'est les acteurs qu'il faut arriver à travailler pour éviter tout ceci. Mais quelqu'un se lève, il veut faire un troisième mandat, en sachant même que même la Constitution a dit qu'on a limité. Il va aller modifier la Constitution, tripatouiller pour pouvoir... Mais est-ce que c'est la démocratie et la pauvre Constitution qui demandent cela? Ce sont les individus qui se mettent dans un état d'esprit, de dire qu'ils sont incontournables et que sans eux, c'est le déluge et que tout va péricliter. Et c'est donc le projet de faire cela. Vous parlez également les gens viennent pendant les élections. Il n'y a pas de corrompus sans corrompus et de corrupteurs sans corrompus. Donc vous comprenez que les gens, si leur seul projet, ce n'est pas de construire un État avec des infrastructures, mais c'est tout le temps des projets personnels et individuels. Quand vous voulez parler à quelqu'un, il vous dit, bon, nous on ne mange pas le discours, nous on ne fait pas ceci, nous on fait quoi? Qui vous met dans l'état de vous dire que vous n'avez pas d'autre chose que de passer par ce que tout le monde fait. Même celui qui va avec toute sa bonne volonté pour dire, moi je ne le ferai pas, arrivé sur le terrain, vous allez vous rendre compte que les gens ne courent qu'après ceux qui le font. Et pour ne pas être isolé, vous êtes obligé de le faire. Il faut se rappeler que dans un système où tout le monde est corrompu, celui qui dit qu'il ne veut pas être corrompu, il devient le problème pour tout le monde. Donc vous acceptez de le faire ou vous n'acceptez pas et puis on s'occupera de vous. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que vous avez cité là, c'est les acteurs qui sont à l'origine de cela. Et faisons une éducation, parce que ce qui manque au niveau de nos partis politiques également, c'est la question de la formation idéologique des adhérents. La plupart des partis il y a une idéologie quand vous prenez leurs textes, mais on donne quels moyens aux individus pour comprendre l'idéologie? Étant donné que vous avez des militants qui sont à Ouaga, il y en a qui sont en province. Il y a quel effort qui est fait pour que ceux qui sont en province, qui peut-être ne comprennent même pas le français, qu'on puisse leur faire comprendre dans les langues c'est quoi l'idéologie qui sous-tend le parti. Donc nous n'avons pas des partis qui ont encore le fonctionnement sur la base de l'idéologie et de la politique, son application concrète, mais on veut la foule et on a la foule. Et la foule, ce qu'elle demande, c'est peut-être qu'on lui donne satisfaction ici et maintenant. Ça fait que ceux qui ont investi beaucoup ici et maintenant, ils se donnent du répit pour disparaître, puisque si vous avez investi peut-être même pratiquement ce que vous espérez avoir en occupant un poste de député, vous n'allez pas continuer à vous occuper des gens. Donc il faut que chacun sache que les comportements des individus exposent à des choses qui ne sont pas favorables à une implémentation conséquente de la démocratie. Et c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, nous avons la chance d'avoir un professeur en sociologie, homme politique, donc ancien ministre, qui connaît effectivement la réalité du terrain au niveau du Burkina. Et l'une des limites, c'est effectivement cette formation, c'est cette éducation à la chose, la démocratie. On a résumé la démocratie aux élections, on charge l'homme politique qui est un acteur qui joue un rôle qui est bon ou pas dans un système qui devait être, qui normalement n'a pas de problème. Mais maintenant ce travail-là,
Comment est-ce qu'on le fait? Et on le fait où? À l'école et comment? Les partis politiques, dans les missions des partis politiques, c'est aussi l'éducation, la formation, les organisations de la société civile, et puis mais ce rôle-là, personne ne l'assume d'ailleurs. C'est pas mieux parce que ici aussi on permet, parce que au nom du principe de la liberté de regroupement, autant qu'il y a de personnes, autant il y aura de partis. Et on sait pertinemment qu'il y a des gens qui créent des partis pour lesquels ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un bureau. Ils n'ont pas un siège. Peut-être que le parti est dans le sac pour certains. Comment est-ce qu'ils peuvent encadrer les militants? Il faut également que les hommes politiques de ce pays, pour se faire respecter, qu'ils acceptent un minimum de regroupement. Au lieu d'avoir 200 partis dans un pays comme le Burkina, qu'on revienne à une dizaine ou pourquoi pas un peu moins. Il y a des pays plus grands que nous, mais avec peut-être 2-3 partis. Et chacun a son rôle à jouer. Mais nous avons aussi cette propension à vouloir être tous des dirigeants. Mais finalement, qui va diriger qui? Si tout le monde se transforme en responsable d'un parti. Donc qu'on accepte de s'aligner les uns derrière les autres, parce que si c'est l'idéologie, il y en a combien? Il y a combien d'idéologies? Ça se compte sur les bouts des doigts, ces idéologies. Si vous êtes socialiste, chacun vient et crée sa variante de socialisme. Et vous avez finalement 40-50 partis qui se disent socialistes. Il y a quel espace pour faire du socialisme avec toutes ces variantes, alors qu'ils pouvaient tous se mettre ensemble? Encore que beaucoup n'osent même pas dire qu'ils sont communistes aujourd'hui. Mais dans les textes, vous allez lire qu'ils sont communistes. Alors, ceux qui font le libéralisme, qu'est-ce qui les oppose? Étant donné qu'on connaît l'esprit du libéralisme, pourquoi on ne peut pas avoir les libéraux en face des progressistes, où au milieu se trouvent les centristes? Si on regroupe les choses comme ça, on va se donner les moyens pour faire une politique saine et pouvoir éduquer et encadrer les militants. L'émiettement ne profite à personne. Ça ne profite ni aux militants, ni aux dirigeants des partis, parce que vous avez un parti qui est réduit à sa portion congrue, qui ne peut absolument rien faire. Et ça serait ça au moment des élections. Lorsque vous regardez qu'il y a les 3 premiers qui sont au-dessus là, les restes, ça ne fait pas beau de voir même les suffrages exprimés en leur faveur. Mais ça, c'est pas l'esprit de la politique. C'est d'accepter, si aujourd'hui M. Bougouma est le meilleur d'entre nous pour être à la tête de file des progressistes, il faut qu'on se mette à son service et puis ensemble, on va faire prévaloir l'idéologie qui est la nôtre. Le temps sera venu peut-être pour un autre d'accéder. Mais le problème, c'est que quand on fait les regroupements, il y en a qui accèdent et qui ne veulent jamais aussi qu'il y ait un roulement, de sorte à faire en sorte que d'autres viennent se faire entendre, et ça, c'est un problème. Alors, professeur, on parle de réinventer la démocratie à travers les principes, les valeurs et la tradition africaine. Est-ce que ces traditions sont exemples de reproches? Nous avons des localités où les successions ont toujours connu des problèmes, où ça conduit souvent à des morts. Nous avons l'insurrection populaire qui est passée récemment, où le cas de l'immixtion du traditionnel dans la politique a été reproché. Oui. Vous savez, là encore, je veux dire que si on veut respecter même les traditions, il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Vous allez voir un village où il y a trois chefs. Les principes dans chaque groupe sont clairs et on connaît les règles de succession. Et si on veut les appliquer, on ne peut même pas avoir cette idée. C'est-à-dire que celui qui est battu, traditionnellement, s'il suppose qu'il ne peut plus rester ici, il va quitter pour aller faire sa loi ailleurs. Il ne pourra pas faire sa loi, mais en tout cas, il va quitter parce qu'il a été mis en minorité. Il suffit juste de respecter l'esprit de nos traditions à ce niveau aussi et on va avoir la paix. Mais ensuite, qui a invité les traditions en politique? C'est nous les politiques. Parce que les responsables traditionnels, c'est ce qu'on appelle les super électeurs. Quand vous avez vous avez peut-être 100 ou 200, 300 000 derrière. Donc on les courtise tous. Et puis bon, ils finissent par dire publiquement que je suis avec Baha plutôt qu'avec Bougouma. Mais ça, c'est nous également. Et on leur a montré l'intérêt qu'il y a à être dans ça. Parce que le chef qui est avec vous, il est soigné. Et quand on vient, on fait des réunions, qu'on les met au premier plan, même s'ils n'ont rien, ils se sentent valorisés. Du coup, chacun va avoir tendance à aller chercher son bonnet pour être reconnu comme chef. Et le fait que les politiques aient fait
un plateau en or pour la plupart d'entre eux, fait que personne ne veut rester discret. Et que même les princes, s'il y a 5 princes, que chaque prince sait que celui qui est légitimement le successeur est là, mais chacun va maintenant préparer ses armes pour le contester. Donc c'est également le problème de dysfonctionnement de nos dispositifs qui font que ceci est là. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être réglées. Quand on parle des valeurs, si on élève la chefferie, les traditions au rang de valeurs à respecter, on peut faire comme dans certains pays comme au Ghana et au Niger, c'est de leur donner leur place qui est claire, où effectivement la République les reconnaît avec tout le respect qu'il leur doit, mais en leur disant qu'officiellement, ils se mettent en marge de la politique. Mais ça n'arrange pas tous les acteurs qu'il en soit ainsi. Certains acteurs ont besoin de les avoir encore de façon bruyante pour continuer à les utiliser parce que c'est la seule façon qu'ils ont de pouvoir mobiliser. Donc tant qu'on ne coupe pas le cordon ombilical, la même réflexion faite pour les OSC peut être faite pour les chefs. Parce que quand vous avez dans votre village 2 de vos ressortissants qui sont, 2 de vos administrés qui sont candidats, est-ce que pour un chef, est-ce que c'est concevable même qu'il se prononce pour dire que je soutiens un plutôt que l'autre? Parce que vous créez les germes de la division dans votre propre village. Donc à nous de faire l'effort pour que ces valeurs ne soient pas perdues, si tant est que quand nous avons des forts moments de crise dans ce pays, nous savons que ce sont les seuls ressorts qui existent encore, qui nous permettent de sauver le visage et de sauver la République. Mais si nous avons aussi pour proportion marginale très élevée de faire en sorte qu'ils soient aussi corrompus que l'ensemble des acteurs, nous créons des conditions pour que la République soit en danger. Et ça, c'est aussi une forte responsabilité pour nous. D'accord, nous sommes maintenant à 1 minute d'émission. La parole du juge Vaha. D'accord. Quand on écoute notre convoqué du jour, je pense que je caricature. Le problème, c'est pas la démocratie, c'est les acteurs. Et quand on l'écoute plus loin, il faut un peu il faut moraliser, on va dire comme ça, ces acteurs-là. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est demain qu'on va régler le problème? Parce que ils sont l'émanation de notre société. Et vous le disiez, le problème même, il est partout. On est en transition. Pour certains, il faut qu'on ait des textes clairs pour éviter de retomber dedans. Si le problème, c'est la morale, ce n'est pas les textes qui arrangent ça. Est-ce que c'est demain la veille de la solution? Mais la morale, est-ce que la morale est compliquée à appliquer? Il faut juste qu'on se donne la responsabilité de moraliser. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui peuvent être prises contre tous ceux qui sont contre l'éthique et la morale. Ça, c'est des choses qu'on peut appliquer. Okay. Mais je veux dire, pour ne pas dire que c'est perdu pour certaines générations, c'est-à-dire que quand on dit de faire l'éducation et la socialisation, c'est la préparation d'une génération consciente, suffisamment moralisée, ne se trouve pas dans un renversement ici et maintenant de ceux qui sont là. Mais c'est déjà de travailler à la base pour que, dans une génération à venir, on ait des gens suffisamment préparés à la morale et à l'éthique. Pour qu'on puisse effectivement avoir une démocratie qui fonctionne bien. Mais, vous auriez dit, la plupart des jeunes aujourd'hui, une grande partie des jeunes sont allés à l'école de ce qu'on est en train aujourd'hui de taxer, de ne pas être en phase avec la morale. Vous ne savez pas qu'ils sont aussi contaminés? Hein? Ils sont pas nombreux à ne pas être contaminés. Si Al-Kassoum est pourri, tous les jeunes qui tournaient autour de lui ont pu prendre quelque chose d'Al-Kassoum. Et ça, comment ils peuvent aujourd'hui être corrects? Donc préparons la relève en n'allant pas vers un renversement brutal de la situation, mais en mettant des carrefours pour la moralisation à minima de ceux-là, mais préparer des gens pour lesquels on n'aura même pas besoin de prendre des règles parce qu'ils seront construits dans le moule de la morale de l'éthique. Il faut qu'on arrête d'élever les enfants pour les éduquer. Nous faisons de l'élevage. Et il faut faire de l'éducation maintenant pour que les gens soient conscients. Okay. Et c'est la fin de cette deuxième audience de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Nous recevions à la barre ce matin le professeur Alkassoum Maïga, ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo au département de sociologie. Et avec lui, il a été question de la réinvention de la démocratie à travers les valeurs, les principes et les traditions africaines. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. J'espère que je suis acquitté.
Les téléspectateurs et les auditeurs pourront juger. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.